Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Une maison saine pour bébé. Au programme, donc on va aborder plusieurs sujets. Donc, premièrement, apprendre à repérer les polluants dans son intérieur, produits ménagers, hygiène, alimentation, jouets. On va aussi découvrir l'importance de la période des 1000 premiers jours de bébé. Et enfin, on vous donnera des conseils pratiques et pour modifier ses habitudes pas à pas et de manière économique. Du coup, la conférence, elle est animée par Agatha, qui est chargée de mission environnement et développement durable au Centre permanent d'initiative pour l'environnement, le CPIE. Merci d'être là, Agatha. Et puis, avant de démarrer, simplement quelques modalités par rapport au format. Donc, le webinaire est enregistré pour disposer d'un replay. Donc, c'est normal que vos caméras et micros soient coupés pour préserver la confidentialité. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le petit QR que vous voyez en bas de votre écran. Et du coup, on prendra le temps, en fait, à la fin du webinaire, de répondre à vos questions. Voilà, j'ai tout dit. Agatha, c'est à toi. Tu peux débuter. Merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que mon diapo... Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, en effet, moi, je travaille au CPIE Touraine-Val de Loire, qui est une association qui fait partie du réseau des CPIE, qui sont des associations de protection de la nature et de sensibilisation à l'environnement. Et nous sommes basés à Avoine. Nos missions donc sont diverses. Donc on a de l'éducation et de la sensibilisation, de l'accompagnement des territoires à la transition écologique. Et c'est dans ce cadre-là que on travaille sur les polluants environnementaux et notamment en accompagnant des crèches sur la réduction de l'exposition des enfants depuis 2021. On anime aussi des ateliers de sensibilisation pour les parents, les agents et les élus des collectivités sur cette thématique. Et on a initié aussi des formations pour les professionnels de la petite enfance sur ces enjeux d'exposition aux polluants environnementaux et surtout comment les réduire. Alors, on s'intéresse aux polluants environnementaux, mais en particulier à une catégorie de polluants qu'on trouve tout autour de nous et qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors, la définition officielle d'un perturbateur endocrinien, donc c'est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme ou chez sa progéniture ou au sein de la population. Alors, ces perturbateurs endocriniens, on en entend de plus en plus parler et là, je vous ai mis quelques perturbateurs endocriniens les plus connus. Donc, par exemple, le bisphénol A qui a été interdit dans les contenants alimentaires en 2015. On a aussi les phtalates, qu'on trouve aussi dans les plastiques. On a les parabènes, les composés perfluorés, aussi connus sous le nom des PFAS, PFAS, etc. Donc on en entend de plus en plus parler. Alors que font ces perturbateurs endocriniens? Quels sont les modes d'action? Alors en fait, beaucoup d'entre eux ressemblent beaucoup à des hormones naturelles qu'on a dans notre corps. Donc ils peuvent imiter l'action de ces hormones et entraîner des réponses altérées de l'organisme et donc des conséquences sur la santé. Mais ils peuvent aussi bloquer la fixation d'une hormone à son récepteur, donc bloquer l'action des hormones naturelles ou perturber le transport de ces hormones naturelles dans le sang. Voilà les trois modes d'action en fait que peuvent avoir les perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le système endocrinien? Parce qu'on a vu que ces perturbateurs, ils vont avoir un effet sur ce système. Donc, en fait, on peut parler aussi de système hormonal. C'est le même mot pour parler du système endocrinien. Donc, c'est un ensemble de glandes qui fabriquent des hormones. Vous voyez sur cette image toutes les glandes qui peuvent fabriquer des hormones. On en a donc dans le cerveau, hypothalamus, hypophyse, on a aussi la thyroïde qui est assez connue aussi du système hormonal. On a les parathyroïdes, les glandes surrénales, le pancréas, et puis les glandes sexuelles qui sont les ovaires et les testicules. Alors ces glandes-là vont produire beaucoup d'hormones différentes et ces hormones, elles vont coordonner et réguler des fonctions essentielles
dans notre organisme. Voilà quelques exemples. Donc la croissance du corps humain, les fonctions de reproduction, le développement de l'embryon, le sommeil, la faim, l'humeur, le métabolisme, voilà plein de fonctions essentielles. Et ces hormones, elles contrôlent aussi l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps, que ce soit pour la pression, mais aussi la température du corps, le pH ou la glycémie dans le sang. Donc ces hormones ont un rôle très important dans le corps humain et des effets vraiment multiples. Alors ces perturbateurs endocriniens qui vont interférer avec ce fonctionnement normal du système hormonal, ils ont quelques particularités par rapport à d'autres polluants. Par exemple, certains d'entre eux ont des effets déjà à très faible dose d'exposition et parfois les effets sont plus importants à faible dose qu'à forte dose. C'est par exemple le cas du bisphénol A, celui qui a été interdit dans les contenants alimentaires, qui aura plus d'effets à très faible dose qu'à haute dose. C'est vraiment une particularité de ces perturbateurs endocriniens. Il y a une importance particulière aussi par rapport à la fenêtre d'exposition, c'est-à-dire que ces polluants ont beaucoup plus d'impact à certaines périodes de la vie. Donc on a parlé tout à l'heure des 1000 premiers jours, c'est vraiment un stade de la vie où ces perturbateurs vont avoir un effet sur la santé et aussi sur la santé future du jeune enfant. Donc les 1000 premiers jours, ils courent de la conception du fœtus, en fait, de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. C'est une fenêtre très importante par rapport à l'influence en fait, de l'environnement sur la santé de l'enfant. C'est pour ça aussi que les actions sont très importantes aussi pour réduire l'exposition à cette période-là, pendant la croissance du fœtus et au moment de la petite enfance. Et on a d'autres périodes qui sont sensibles, notamment l'adolescence, où les hormones jouent aussi un grand rôle dans le développement des caractères sexuels, etc. Une autre particularité de ces perturbateurs endocriniens, c'est que les effets peuvent être retardés dans le temps, c'est-à-dire qu'une exposition euh, au tout début de la vie peut avoir des impacts en fait des années après l'exposition. Et voilà, c'est des effets qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Donc c'est ce qui fait aussi la complexité de l'étude de ces polluants, parce qu'on n'a pas vraiment les conséquences parfois directement après l'exposition. Et enfin, une autre source de complexité, c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire que des molécules de polluants qui, de manière isolée, n'auront pas d'impact, ensemble, en fait, elles pourront avoir plus d'impact ou alors s'annuler. Donc ça aussi, parce qu'en laboratoire, on teste en fait de manière isolée des molécules, mais on ne teste pas encore des mélanges de molécules, et c'est ce qui fait aussi la complexité de leur étude et donc de leur interdiction. Alors, quelques conséquences sur la santé, alors elles sont assez larges parce que, comme on l'a vu, les hormones jouent un grand rôle dans différentes fonctions de l'organisme. Donc, on va avoir des conséquences possibles sur beaucoup de domaines. Alors, c'est souvent les causes sont multifactorielles, donc ça ne sera pas uniquement lié à l'exposition à un polluant, mais cette exposition pourra favoriser certaines maladies. Donc notamment les troubles de la fertilité chez l'homme et la femme, donc on trouve de plus en plus dans les populations occidentales, des pubertés précoces, donc des règles qui arrivent beaucoup plus tôt, développement de la poitrine qui est beaucoup plus tôt aussi, des faibles poids de naissance, des prématurités, des cancers hormonodépendants, donc tout ce qui est cancer des testicules, de la prostate ou cancer des seins. Des malformations de l'appareil génital, ça peut arriver aussi si on est exposé à une molécule, à un perturbateur endocrinien pendant la période de grossesse. Il peut y avoir des malformations de l'appareil génital au moment de la naissance. Des problèmes aussi d'obésité, de diabète, de troubles de la fonction thyroïdienne. On a aussi des effets sur le développement du cerveau, puisque les hormones jouent aussi un rôle à ce moment-là dans le développement, neurodéveloppement du bébé. CPE, ces perturbateurs endocriniens, sont associés aussi à une baisse du QI ou des déficits de l'attention ou de l'hyperactivité. Et ils sont aussi impliqués, selon certaines études, dans les troubles autistiques. Des effets aussi sur les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'asthme et d'allergie. Donc vraiment des conséquences très variées.
Et cette fameuse période de vulnérabilité, les 1000 premiers jours dont on a parlé, qui sont très importants, parce que les hormones jouent un grand rôle à cette période. Le cerveau, les corps se développent vraiment à une vitesse extraordinaire par rapport au reste de notre vie, et l'influence de l'environnement est très forte à cette période. Alors, les actions à mettre en place pour réduire son exposition sont très importantes pour la santé de l'humain, mais également pour la santé de l'environnement, puisqu'en évitant d'utiliser ce type de produit, on va réduire les émissions de ces molécules dans l'environnement et donc contribuer à le préserver, puisqu'il y aura aussi des impacts sur la faune sauvage de ces molécules qu'on va retrouver dans les eaux, par exemple, dans les cours d'eau, dans les sols, dans l'air. Et, euh, et vu que ces trois santé sont interconnectées, on va finalement aussi améliorer notre santé à long terme. C'est ce qu'on appelle l'approche une seule santé, c'est-à-dire que la santé de l'environnement, de l'humain et de la faune, des animaux, sont liées. Et si on prend soin d'une santé, on va prendre soin en fait du reste et vice-versa. Alors les principales catégories des perturbateurs endocriniens, euh, on peut les classer en différentes catégories. Donc on a par exemple les polluants organiques persistants. Alors, ce sont des polluants particuliers qui restent très longtemps dans l'environnement car ils se dégradent très peu dans l'environnement. Donc, il peut y avoir par exemple des pesticides interdits depuis les années 50, mais qu'on retrouve toujours dans l'environnement. C'est par exemple le cas pour le DDT, dont on retrouve toujours des traces alors qu'il est interdit depuis très longtemps. Euh, on a par exemple dans cette catégorie les composés perfluorés, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, donc les PFAS. Euh, il y a des milliers de molécules dans les PFAS. On connaît le PFOA, PFOS, c'est certains perturbateurs endocriniens qu'on trouve par exemple dans toutes les surfaces, les revêtements anti-adhésifs des poêles, par exemple. On a aussi les retardateurs de flammes bromées qu'on peut trouver dans les meubles un peu plus anciens, parce qu'ils sont interdits aujourd'hui, ces retardateurs de flammes bromées depuis plusieurs années, et qui servent en fait à ralentir la progression des feux, des incendies. Donc on peut les trouver dans des vieux meubles en mousse, par exemple, dans les vieux canapés, etc. On a aussi dans cette même catégorie les dioxines qui sont des sous-produits de processus industriels, donc par exemple dans la fabrication de divers produits chimiques comme les pesticides ou les blanchiments de pâte à papier par le chlore ou de l'incinération des déchets, par exemple. Et enfin, on peut trouver aussi dans cette catégorie différents insecticides organochlorés, comme le DDT ou le chlordécone, qui sont aujourd'hui interdits, mais qu'on retrouve toujours dans les sols, notamment là où on cultivait beaucoup la banane, dans les Antilles, où les sols sont très pollués. Et, euh, et voilà, et les habitants ne peuvent même pas faire de potager parce que les polluants se dégradent très très peu. On a aussi les perturbateurs endocriniens dans les plastiques, donc sous forme d'additifs. En fait, les plastiques, ce sont des polymères pétrochimiques, donc à base de pétrole, et dans lesquels on va ajouter des additifs pour donner des propriétés aux objets plastiques. Donc, par exemple, pour les rendre durs ou pour les rendre souples, ou pour résister au feu, ou pour donner de la couleur, etc. Et on a des milliers d'additifs possibles dans les plastiques. Alors, notamment pour rendre les objets durs, on rajoute des plastifiants, par exemple des bisphénols. Je vous en ai parlé tout à l'heure, bisphénol A, interdit dans les contenants alimentaires, mais pas interdit dans les jouets, par exemple. Dans les emballages plastiques, on peut trouver des phtalates qui rendent les plastiques souples. On peut les trouver aussi dans les sols PVC, dans tous les objets plastiques. Des perturbateurs endocriniens aussi qu'on peut trouver dans les conservateurs, donc soit par exemple dans l'alimentation, les produits ultra transformés sous forme de parabènes, mais aussi dans les produits cosmétiques, on peut aussi trouver des parabènes. D'autres conservateurs avec des molécules comme le phénoxyéthanol, qui est un conservateur suspecté d'être perturbateur endocrinien, qu'on peut trouver aussi dans les cosmétiques, ou par exemple du triclosan, qu'il y avait beaucoup dans les dentifrices, mais moins aujourd'hui. Les métaux lourds, une autre catégorie de perturbateurs endocriniens, notamment le mercure. Le mercure qu'on trouve beaucoup, par exemple, dans le thon, car par bioaccumulation, en fait, dans l'accumulation
le long de la chaîne alimentaire. En fait, les gros poissons prédateurs vont être plus concentrés en polluants, en mercure, parce qu'ils vont avoir mangé tous les poissons le long de la chaîne et qui cumulent ces polluants dans leur corps. Euh, donc le thon en conserve, il y a eu une enquête récemment par UFC Que Choisir qui analyse. Ah non, pardon, ce n'est pas UFC Que Choisir, c'est une autre ONG on pourra peut-être vous envoyer le lien, mais qui a fait des analyses dans les boîtes de thon. Et en fait, dans beaucoup de boîtes de thon, les taux en mercure dépassaient la valeur seuil, la valeur limite, qui est de 1 mg par kilo. Donc, voilà, c'est à savoir, faut faire attention à ces métaux lourds dans les boîtes de thon. Et il y a aussi quelques substances d'origine naturelle, donc par exemple les phytoestrogènes qu'on peut trouver dans des plantes comme le soja ou les graines de lin. Donc le soja, c'est le plus connu pour ça. Alors, les recommandations de l'ANSES, c'est ne pas dépasser 1 mg d'isoflavone, donc c'est ces phytoestrogènes, par kilo de poids corporel par jour. En pratique, ça équivaut à 10 steaks de soja par jour pour une femme de 63 kilos. Donc je pense on a de la marge avant de dépasser, je pense, cette recommandation, mais il faut le savoir, il faut varier son alimentation et voilà, ne pas manger trop de produits à base de soja sur une journée. Et les huiles essentielles de lavande et d'arbre à thé, donc on aurait tendance à se dire que c'est naturel, donc c'est sain, mais pas forcément, parce qu'il y a des suspicions de perturbations endocriniennes avec ces deux huiles essentielles si on les met directement sur la peau, par exemple en répulsif contre les poux sur les jeunes enfants. Alors, comment réduire notre exposition à ces polluants à la maison? Donc, concrètement, on va voir pièce par pièce où se cachent ces polluants. Et moi, j'aimerais bien vous faire participer un peu et voir si vous pouvez, avec moi, réussir à les trouver. Vous voyez, on voit toujours bien, Fanny, mon Oui. diapo? Ok, Et du super, coup, merci. s'il y a une participation, il faut utiliser le petit chat. Voilà, Ok. je précise. Le QR. Oui, voilà. Donc, si, par exemple, dans la chambre des enfants, est-ce que là, vous voyez déjà des sources d'exposition potentielle à des perturbateurs endocriniens? Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous voyez des objets susceptibles d'en contenir. Je vous laisse juste quelques instants et après, je pourrai dévoiler les réponses. Alors, non? Bon. Bon, on va dévoiler les Si, il y réponses. a Si. Ah, les je vois jouets. pas les messages. Les jouets. Les jouets. Il est cité les jouets. Oui, tout à fait. Ah, c'est bizarre, je vois pas les réponses, mais c'est pas grave. Moi, je vais te les donner. D'accord. Donc en effet, il y a des jouets qui peuvent, voilà, s'ils sont en plastique, peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Il y avait d'autres choses peut-être? Non, mais moi, je dirais bien. Je vais jouer aussi. Les peluches en polyester, on dit également. Oui, tout à fait. Les mousses, La peinture sur les murs. oui, en effet. Ça peut être aussi de la peinture. Hmm. Ah, j'arrive plus à passer ma diapo. Ah, Hmm. Bon, je vais peut-être arrêter le partage et le remettre parce que ouais, je... on peut essayer. Ah, voilà, ça marche. Ouais, Ok. c'est bon. Donc, en effet, on avait les jeux en plastique. Donc là, c'est précisé souple par rapport aux phtalates, mais on peut parler des plastiques durs aussi qui peuvent contenir des bisphénols ou des PFAS d'ailleurs aussi, on peut les trouver. On a aussi tout ce qui est bois aggloméré, puisque dans les meubles en bois aggloméré, on va avoir du bois mélangé à des cols. Et ces cols peuvent contenir des perturbateurs endocriniens qui vont ensuite être libérés dans l'air intérieur. On a peut-être aussi des tissus ignifugés, donc c'est-à-dire traités pour ralentir les incendies.
et des vêtements neufs. Donc en effet, les vêtements neufs, ils peuvent aussi contenir des substances nocives, notamment, voilà, vu qu'ils viennent de loin, ils sont parfois traités pour résister, par exemple, aux moisissures ou à l'attaque de petites bêtes. Donc très important aussi de laver ces vêtements quand ils sont neufs. On a aussi, par exemple, dans les vêtements avec, vous savez, des petites inscriptions un peu plastifiées. Donc ça aussi, il peut y avoir des phtalates dans ces types de dessins ou écritures plastifiées. Le bon exemple dans cette image, c'était le meuble en bois massif non traité, parce que le bois massif, c'est vraiment un bois qui n'est pas fait à base de colle, c'est vraiment des morceaux de bois massif qui sont intéressants en termes sanitaires. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est de notre peluche sur le lit et des peintures sur les murs? Oui, tout à fait. Bah, la peluche peut en contenir, tout à fait, les peintures aussi. Donc c'est important pour les peintures, par exemple, de privilégier des peintures naturelles, si on peut, ou des peintures avec le label A+, qui permet d'éviter de relarguer trop de polluants dans l'air intérieur. Donc c'est vraiment le minimum pour choisir ces produits aussi de bricolage. Après, pour les jouets, à l'approche de Noël, c'est intéressant aussi d'y réfléchir quand on achète ces jouets, de bien vérifier la présence du marquage CE, Communauté européenne. C'est vraiment le minimum. Ça veut dire que l'entreprise s'engage à respecter la réglementation européenne, qui n'est pas la même que dans le monde entier, et qui fixe des limites en fait de concentration pour différents types de produits. Alors, il n'y a pas de contrôle sur ces jouets marqués CE, c'est vraiment un engagement de l'entreprise. Donc c'est pourquoi il est aussi il est conseillé d'y associer un label qui qui fait vérifier les jouets par un laboratoire indépendant. Donc c'est le cas par exemple du label NF Petite Enfance ou du label GS qui est allemand. Alors c'est vrai que dans les pays par exemple en Allemagne, on trouve beaucoup plus ce type de label. En France, on est encore un peu à la traîne sur ce sujet. Donc, c'est pas évident de trouver ces labels en France, mais on en trouve sur des sites internet, en tout cas, de jouets spécialisés avec ces différents labels. On a aussi le Spielgut, qui est bien aussi. C'est un label de qualité, de résistance, d'intérêt pédagogique et de nocivité. On a aussi Ecotex, ça c'est plus pour les tissus, si vous avez des doudous, des peluches, des vêtements. C'est un label qui certifie l'absence de 100 molécules particulièrement nocives dans les tissus. Vous avez aussi des jouets qui ont été validés par un journal allemand qu'on appelle Ocotest, et c'est l'équivalent de UFC Que Choisir, par exemple, en France, et qui a, pareil, fait des tests en laboratoire pour vérifier la nocivité, l'absence de molécules problématiques. Et le label nordique Ecolabel qu'on peut trouver aussi sur les jouets, mais c'est pas très répandu non plus. Mais le marquage CE, c'est un minimum. Évitez aussi d'acheter des jouets sur les marketplaces type Temu, Shein, Amazon, là où il y a des revendeurs en fait sur ces sites. Parce qu'il y a une étude récente qui a montré que quasiment 100% des jouets vendus via des vendeurs tiers sur ces plateformes étaient non conformes à la réglementation européenne. Euh, si- euh, voilà, les jouets en fait sont beaucoup plus. Il est conseillé de choisir des jouets de grandes marques qui, elles, vont faire plus de tests et ne pourront pas se permettre voilà, d'avoir des scandales un peu sanitaires sur leurs jouets, plutôt que des vendeurs qui ne sont pas spécialistes du jouet, par exemple. Et privilégier bien sûr les matières naturelles comme le bois brut, le coton, le lin, le chanvre, euh, qui seront potentiellement beaucoup plus sains que le plastique, etc. Attention aussi, je voudrais juste ajouter ça, attention aux jouets anciens qu'on peut trouver par exemple dans les brocantes, etc. Puisqu'il y a eu dans les années 90 des réglementations plus strictes que par le passé. Et donc des vieux jouets risquent de contenir des substances qui aujourd'hui sont interdites, notamment six phtalates qui ont été interdits dans les années 90, qu'on peut retrouver dans des vieux jouets en plastique, par exemple. Alors maintenant, si on passe à la salle de bain, où peuvent se cacher les perturbateurs endocriniens, à votre avis? Fanny, si tu as des réponses, je suis preneuse.
Alors, produits de beauté, Mhm, en effet. la Conservateur. lessive, les produits de soins, Mhm, ok. Eh bien, en effet, les rideaux produits cosmétiques. plastiques. Comment? Il y avait Oui, marqué aussi le rideau plastique, oui, tout à fait. Plastique effectivement, souple. produits d'entretien, enfin voilà. Ok. Donc, en effet, le rideau de douche, plastique souple, des phtalates. On avait les produits cosmétiques industriels, donc qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, donc conservateurs, parfums, etc. Des produits d'hygiène chimiques qui peuvent en contenir, donc gel douche, shampoing. Et ici, ah oui, on avait aussi la bombe désodorisante pour les WC, donc ça aussi, se méfier de tous les produits qui sont très parfumés, les lessives aussi. Dans l'industrie, en fait, on va rajouter des molécules, des phtalates pour faire durer les parfums et, euh, et on peut les retrouver dans ces produits. Notamment tout ce qui est en spray avec un gaz propulseur. En fait, ça va former des très fines gouttelettes qui vont être absorbées et qu'on va respirer et qui vont pouvoir facilement atteindre nos poumons et nos bronches, enfin nos alvéoles pulmonaires, pardon. Euh, et, euh, et donc pouvoir passer dans le sang aussi à travers les alvéoles pulmonaires. Donc éviter les produits en spray. Et ça vaut aussi pour les déodorants et pour les produits d'entretien. On peut aussi avoir des produits d'entretien en spray, etc. Si vous en avez, il vaut mieux le mettre sur un chiffon et ensuite l'utiliser plutôt que le vaporiser parce que ça va polluer aussi l'air intérieur. Ici, les bons élèves, c'était des produits plus naturels, mais on va en parler dans la diapo d'après. Et on avait aussi les lessives éco-labellisées et la VMC qui est très importante pour évacuer les polluants et l'humidité de l'air intérieur. Donc bien vérifier que la VMC fonctionne bien en complément de la ventilation aussi, de l'aération du logement. Donc, les bons gestes pour les produits cosmétiques, donc moins on a de listes, moins on a d'ingrédients et mieux c'est. Limiter le nombre de produits différents aussi, parce qu'en fait, ça va limiter notre exposition à la multiplicité de molécules en fait. Plus on va limiter le nombre de produits et moins on aura de molécules différentes, c'est ce qu'on cherche à réduire aussi. C'est le fameux effet cocktail d'essayer de réduire cet effet cocktail et ne pas être exposé à trop de molécules différentes. Pour les enfants, les bébés, éviter les produits sans rinçage, type lingettes. Alors, bien sûr, en cas exceptionnel, et encore, si vous les choisissez bien, il n'y aura pas de souci. Donc, c'est pour ça qu'on va voir comment choisir aussi ces produits. Mais de manière générale, les produits sans rinçage, en fait, ils vont rester plus longtemps sur la peau, puisqu'on ne va pas les rincer. Et donc, ils auront plus de temps pour traverser les couches de l'épiderme. Et donc, voilà, entrer dans l'organisme. Voilà. Donc, éviter les produits sans rinçage, les produits parfumés aussi pour bébé. Donc, pour les couches, il est conseillé d'en choisir sans parfum, sans lotion, pour ces raisons que je viens de dire, et sans blanchiment ou chlore. Plus choisir des couches avec un label si possible. Donc là, vous avez les différents labels qui peuvent vous aider à choisir des produits plus sains. On retrouve l'écolabel nordique, nordique écolabel, le GOTS, GOT, donc Global Organic Textile Standard. Donc ça, c'est plus pour l'aspect textile biologique, coton biologique, donc sans résidus de pesticides. Là, vous avez un autre label, c'est TCF, donc c'est pour assurer que le produit n'a pas été traité au chlore pour blanchir le coton. Vous avez l'écolabel européen et Ecotex Standard 100 pour vous aider pour les couches. Ensuite, pour choisir vos produits cosmétiques, vos produits d'hygiène cosmétiques, vous pouvez aussi faire attention à la composition des produits en vous aidant de certaines applications. Et là, en bas, vous avez trois applications qui peuvent être téléchargées sur le portable. On a Quel produit, donc ça a été développé par UFC Que Choisir. On a Yuka et INCI Beauty. Donc vous pouvez tester, un peu voir laquelle vous correspond le mieux. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que parfois les listes d'ingrédients sont assez longues et avec des noms de molécules, voilà, on ne peut pas les retenir toutes.
Et ça vous donne une note sur 100 et ça vous dit en fait pourquoi ce produit n'est pas terrible ou pourquoi il est bon. Éviter les sprays, on en a parlé. Et choisir des produits éco-labellisés. Si, voilà, si on veut pas trop scanner les produits ou ouais, il est possible aussi de choisir ces produits avec des éco-labels. Donc, ceux qui sont les plus restrictifs, label de confiance, on a Nature et Progrès. On a ensuite Cosmétique Bio, Chartres Cosmétique Bio, et EcoCert, Cosmos Organique, qui peuvent être intéressants. On trouve de plus en plus le cosmétique bio, en fait, le label vert, même dans les supermarchés, sur les savons, etc. On le trouve vraiment facilement maintenant. Ensuite, dans le salon, est-ce que vous voyez peut-être des sources d'exposition aux perturbateurs endocriniens? Alors, bon, après, on voit des petits carrés blancs, hein. Oui, Donc, ça donne un indice. ça nous aide un peu. Les meubles. Oui, meuble Alors, aggloméré. alors attends. Ok. Meubles, rideaux, tapis. Ouais, ça peut. Ça dépend de la matière, en Ouais. effet. Donc là, ici, le tapis, c'était un bon exemple pour, voilà, c'était une matière naturelle, c'était de la laine. Hmm. Mais c'est vrai qu'on peut on peut trouver des tapis en textile synthétique à base de plastique, type polyester, qu'on trouve aussi dans les vêtements. Mais là, la fibre est naturelle, donc c'était le bon exemple. On a parlé des meubles, donc oui, le bois aggloméré, encore une fois. Peut-être un canapé qui est inifugé, donc avec des retardateurs de flamme. Les rideaux, c'était le bon exemple en coton, pas de matière plastique dedans. Attention aux diffuseurs de parfums d'ambiance, donc que ce soit comme ça en bâtonnet ou même bougie parfumée, etc. Il vaut mieux il vaut mieux s'en passer. Après, si on, de temps en temps, si on veut se faire plaisir, une bougie, etc., pas de souci, mais du moment qu'on aère bien son logement après, pour renouveler l'air intérieur, voilà, aérer au minimum 10 minutes le matin, 10 minutes le soir pour renouveler et évacuer les polluants de l'air intérieur. Euh, Ensuite, celui-ci, il y avait le parquet en PVC, donc qui contient probablement des phtalates. Et ensuite, en se dégradant en fait avec le temps, ces phtalates, ces polluants, ils se retrouvent dans la poussière. D'où l'importance aussi de dépoussiérer régulièrement son intérieur avec un chiffon humide toujours pour pas remettre en suspension ces poussières dans l'environnement, enfin dans l'air intérieur. Les ordinateurs, la télé, donc en fait ici c'est pour illustrer les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans les câbles électriques et en utilisant en fait des appareils électriques, les fils vont chauffer et potentiellement diffuser ces polluants dans l'air. Donc toujours bien éteindre ces appareils quand on ne les utilise pas, et notamment grâce à un bloc-prise avec interrupteur qui permet vraiment de tout éteindre et qu'il n'y a pas de veille sur ces appareils. Alors on va passer à la cuisine où il y aura beaucoup de sources d'exposition potentielles. Est-ce Oui, que vous on les voit plein de repérez? carrés blancs. Ouais, les carrés blancs. Alors, dites-nous tout. Poils, les poils, Oui, tout à fait. les produits d'entretien, encore une fois. Mhm. En effet, Ustensiles de cuisine. oui, tout à fait. S'ils sont en plastique, ils peuvent contenir des retardateurs de flamme aussi ou des bisphénols pour les rendre plus durs. Et puis, vous avez déjà remarqué, je pense, au fur et à mesure, ils se détériorent, ils perdent un peu des éléments et ils sont probablement retrouvés dans la nourriture. Donc ici, c'était un peu le bon exemple, les ustensiles, même si bon, ils n'ont pas l'air d'être en bois, mais peut-être en métal, je ne sais pas. Euh, On avait les produits d'entretien, tout à fait, donc qui peuvent contenir soit des parfums ou même des biocides, enfin des désinfectants en fait, des molécules pour désinfecter qui peuvent être perturbatrices endocriniennes. On a ici en dessous
Réchauffer des aliments dans des récipients en plastique, en effet, il faut éviter, notamment les boîtes, par exemple, qu'on peut prendre au travail pour réchauffer sa nourriture le midi, ou voilà. Mieux vaut privilégier le verre, parce qu'avec la chaleur, le plastique va émettre des polluants et qui vont se retrouver dans la nourriture. Euh, Ensuite, c'est la même chose pour le biberon en plastique. Mieux vaut privilégier du verre qui est vraiment inerte et même en le chauffant, le verre ne va pas transmettre de polluants, contrairement au plastique. Parce qu'on a, par exemple, en effet, le bisphénol A qui est interdit maintenant dans les biberons, dans les contenants alimentaires, mais il y a d'autres cousins du bisphénol A, comme le bisphénol S ou F, qui, eux, ne sont pas interdits et qui peuvent encore se trouver dans ces produits. Et on se rend compte aujourd'hui que ces molécules ont les mêmes effets que le bisphénol A. C'est très long de faire interdire une molécule et en fait, pour le bisphénol A, il a fallu un ordre de grandeur, 1000 études pour arriver à son interdiction. Les bouteilles en plastique peuvent aussi transmettre des microplastiques et des polluants dans l'eau. La vaisselle en plastique aussi, notamment si on mange des produits chauds, etc. Si c'est des produits froids, il y aura beaucoup moins de risques de transfert, sauf peut-être avec les couverts aussi, en râpant le plastique. La nappe anti-tache, vous savez, les nappes qui sont traitées anti-tache, c'est probablement des PFAS, des composés perfluorés, qui sont utilisés dans les vêtements pour imperméabiliser aussi les manteaux, les chaussures, qui permettent d'avoir un pouvoir un peu déperlant. Donc ça, c'est le même type de traitement à éviter. Les gros poissons, on en a un peu parlé tout à l'heure par rapport au thon, par exemple, qui cumule du mercure. Ce qui est conseillé, c'est de varier, en fait, de ne pas dépasser une certaine quantité de gros poissons et de surtout varier et privilégier les petits poissons, type sardines, qui du coup sont assez bas dans la chaîne alimentaire et vont beaucoup moins cumuler les polluants dans leur chaîne. On a les plats industriels transformés qui peuvent contenir des conservateurs, mais aussi avoir en fait des polluants liés à l'emballage, par exemple. Notamment les barquettes de plats préparés qu'on va aussi réchauffer au micro-ondes. Ça aussi, il vaut mieux, si on achète, de transvaser dans une assiette plutôt que de le faire chauffer dans la barquette en plastique. Si on peut, il est quand même conseillé de privilégier des produits frais et si on peut bio pour limiter les résidus de pesticides dans l'alimentation, dont certains sont perturbateurs endocriniens. Éviter au maximum les aliments conditionnés dans du plastique, puisque même frais, plus l'aliment reste longtemps dans le plastique et plus il y a des chances qu'on retrouve des polluants dans la nourriture. Et on a aussi les boîtes en aluminium, donc tout ce qui est canettes, boîtes de conserve. En fait, si vous regardez à l'intérieur, il y a une fine couche blanche qui est faite à base de résine plastique et qui peut contenir des bisphénols. Donc si on a le choix, plutôt privilégier des bocaux en verre plutôt que des boîtes de conserve. Donc ici, les bons gestes en alimentation, donc on en a parlé, c'est ne jamais chauffer des boîtes plastiques ou des films alimentaires. Si on peut aussi éviter les bouilloires en plastique ou les cafetières en plastique. Préférer les bocaux aux conserves. Bien laver les fruits et légumes et les éplucher. Privilégier le bio et varier. Toujours la clé, c'est vraiment de varier aussi son alimentation. Privilégier les petits poissons. Favoriser le fait maison, voilà, pour éviter de manger trop de produits ultra transformés. Privilégier les contenants en verre, notamment pour les biberons ou pour les boîtes contenant alimentaires quoi, à emporter. Et éviter les revêtements anti-adhésifs des poêles. Il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est sûr, c'est très pratique, les poêles anti-adhésifs. Il n'y a pas de produits qui s'en rapprochent beaucoup, qui ont ce même effet, mais ce serait bien de privilégier plutôt l'inox, qui est une matière inerte, même si ça accroche un peu plus. La fonte, qui accroche un peu plus aussi, qui est un peu plus lourde, mais qui est saine. Ou le verre. Il existe aussi des poêles en verre euh, qui peuvent aussi être testés. Et éviter les ustensiles de cuisine en plastique, privilégier plutôt le bois ou le métal pour mélanger ces aliments. Les bons gestes concernant l'entretien de la maison, faire le tri dans ces produits, parce que c'est vrai que
On peut avoir un produit pour les fenêtres, un produit pour les tables, un produit pour les WC. Enfin, le nombre de produits peut vite grimper, monter en flèche. Donc, une première action, ce serait peut-être de voir ce dont j'ai vraiment besoin voilà, dans les produits que j'ai. Peut-être qu'il y a des produits qui peuvent être utilisés pour plusieurs choses, pour encore une fois réduire ce phénomène de cocktail, d'effet cocktail, réduire le nombre de molécules. Aérer pendant le ménage, très important, et entretenir la VMC. Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon humide. Et si on peut utiliser plutôt un aspirateur avec filtre EPA, donc c'est un filtre spécial qui retient en fait les poussières fines et qui évite de les remettre en suspension dans l'air ambiant. Éviter la désinfection, sauf en période d'épidémie par exemple, mais au quotidien, la désinfection n'est peut-être pas forcément nécessaire. Et déjà, d'avoir un bon détergent, un savon qui nettoie bien, peut suffire dans la majorité des cas. Éviter, bah, par exemple, l'eau de Javel, hein, le désinfectant qui contient du chlore. Si on peut, par exemple, utiliser du vinaigre à la place, qui a aussi, alors il n'y a pas eu d'études qui le prouvent, mais certaines crèches l'utilisent aussi en désinfectant, parce qu'elles ont fait elles-mêmes des tests qui prouvent que la surface est suffisamment désinfectée. Donc on peut aussi voilà, utiliser du vinaigre ménager, attention, qui est plus concentré, à la place de l'eau de Javel, par exemple. Utiliser des produits simples, bah, par exemple le vinaigre ménager, bicarbonate de soude, avec lesquels on peut déjà fabriquer des produits pour son intérieur. Le savon noir aussi, qui est intéressant pour dégraisser. Pour faire ses choix dans les produits d'entretien, vous pouvez aussi tester l'application Quel produit qui donne aussi une note sur les produits d'entretien. Pour les parfums d'ambiance, etc., à éviter, mais si on en utilise, on peut aussi aérer juste après, comme pour l'encens aussi. Du moment qu'on brûle aussi, que ce soit bougie ou encens, du moment qu'on brûle quelque chose, ça va émettre des polluants dans l'air intérieur. Et puis utiliser des produits écolabellisés si on n'a pas envie de fabriquer ces produits, etc. On peut aussi acheter des produits labellisés type EcoCert, éco-détergent, qui est qui est le label de confiance pour les produits d'entretien. Et puis Nature et Progrès, mais qu'on trouve quand même un peu moins dans le commerce. Vous avez aussi le label européen Écolabel, mais vu que c'est un label qui ne s'intéresse pas uniquement à la composition, mais aussi à tout son cycle de vie, sur est-ce qu'il est polluant à fabriquer, est-ce que son emballage est recyclable, etc., il est moins restrictif sur la composition. Donc il y aura plus d'exceptions, de permissions voilà, sur certaines molécules, alors que EcoCert, il sera vraiment sur la composition et il est plus strict. Et puis, je pense que c'est la dernière pièce. Donc, dans le bureau, est-ce que vous voyez des sources d'exposition? L'écran, Oui, tout à fait, avec les câbles. le rideau, Mhm. Ça dépend de la matière, en effet, mais ça peut. le parfum d'ambiance sur le bureau, Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on avait donc l'écran, qui peut avoir des retardateurs de flamme, diffuseurs de parfums, se méfier des parfums de manière générale, même les parfums pour sentir bon, enfin les parfums en spray. Scanner aussi le code barre pour voir la composition avec les applications. Parfois, on peut être surpris parce qu'il y a des grandes marques un peu de luxe où bah, la composition, elle est vraiment pas terrible. Le prix ne veut pas forcément dire qualité, en fait, des produits qu'on trouve dedans. Le bois aggloméré, l'ampoule LED, alors en fait, c'est par rapport à la lumière bleue dans les ampoules LED qui peuvent perturber en fait la production de mélatonine et donc l'endormissement. C'est comme en fait les écrans. Il est quand même conseillé de ne pas regarder des écrans. Alors, les conseils varient entre 1 et 2 heures avant d'aller dormir pour vraiment ne pas perturber cette production de mélatonine. Ici, on avait aussi en bon exemple la VMC qui fonctionne, les vêtements en matière naturelle comme le lin, euh, les- le coton pour les rideaux. Alors, la plante verte, je vous avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi elle est en vert, mais
Parfois, il y a des plantes qui peuvent dépolluer l'air intérieur, mais c'est très minime. Voilà, il vaut mieux bien aérer et bien choisir ses produits. La plante, elle va pas dépolluer un air qui est vraiment qui n'est pas sain, quoi. Et, euh, et la cire à parquet, alors est-ce qu'elle contient des composés perfluorés? Ça aussi, c'est possible, donc à vérifier les produits qu'on choisit. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qu'on retrouve quand même dans plusieurs pièces, le bois aggloméré, les tissus, les textiles qu'on choisit, les produits électroniques, etc. Donc il y a quand même des choses qui se retrouvent dans différentes pièces. Alors à partir de tout ça, est-ce que déjà vous avez une idée d'une action ou deux que vous avez envie de prioriser, que vous avez envie de tester, qui est facile à mettre en œuvre parmi tout ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y en a une ou deux que vous souhaitez tester? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous faites déjà? Ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour. C'est pas facile, hein, parce que on en retrouve quand même un peu partout, hein. Donc, Ouais, c'est vraiment repenser ses habitudes. oui. Après, on a... Alors, peut-être le temps, si vous souhaitez partager vos actions. Il y a eu quelques questions, donc Mhm. j'en profite pour te poser les questions, si Oui, ça te va. oui, oui. Alors, on a Marion qui nous demandait concernant les parfums, qu'est-ce qui est conseillé? Est-ce que les parfums solides sont mieux? Alors, l'intérêt du solide, c'est qu'on va pas retrouver de conservateur. Parce que du moment qu'on rajoute de l'eau dans des produits pour les rendre liquides, on va rajouter des conservateurs pour éviter qu'il y ait des développements de micro-organismes et pour faire durer en fait le produit. Donc déjà dans ce qui est solide, ça élimine au moins les conservateurs, mais après, il faut quand même vérifier la composition du produit solide, que ce soit shampoing, savon ou parfum. Mhm. Il faut vérifier quand même la composition. Marion nous demande aussi que penser du silicone. Alors, le silicone, donc ça fait pas partie des plastiques, mais il y a eu quand même des études dessus sur le transfert de polluants parce qu'on va quand même avoir des additifs chimiques dans les silicones. Et il y a une enquête encore de UFC Que Choisir, très intéressante, sur les moules en silicone pour les gâteaux. Et malheureusement, dans 80% des cas, on retrouve des polluants des silicones qui transfèrent vers le gâteau. Les conseils qui peuvent être donnés par rapport à ça, c'est parce qu'il y a deux types de moules en silicone, ceux qui vont à 180 degrés et ceux qui vont jusqu'à 220 ou 240 degrés. Alors, il est préférable de choisir ceux qui vont à haute température parce qu'ils sont plus résistants, donc privilégier plutôt ceux-là. Éviter les moules qui sont ultra colorés, etc., parce que c'est des additifs en plus. Et si on peut, privilégier plutôt des moules en métal ou en verre, plutôt que des silicones. Océane nous interroge sur les biberons. La marque MAM a l'air de proposer des produits très qualitatifs. Les biberons anticoliques sont proposés uniquement en plastique. Je m'interroge donc à ce sujet. Je souhaite allaiter toutefois. J'aimerais acheter un biberon au cas où. Que conseillez-vous? Alors, si c'est en plastique, ben, en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait des additifs perturbateurs endocriniens. Ce que je conseillerais, alors c'est difficile parce que du coup, là, c'est un biberon spécial, c'est ça? Un anticolique. Anticolique. J'avoue que je ne connais pas enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est spécialement anticolique. Je ne connais pas assez en type de biberon pour répondre à cette question. Mais se méfier toujours du plastique parce qu'il va être chauffé. Et le lait, c'est un aliment gras. En fait, plus l'aliment dans le plastique est gras et chaud, et plus on peut avoir de transfert de polluants vers le produit. Donc moi, je dirais privilégier le verre. Mais après, il y a peut-être d'autres, on fait au mieux. Et vous avez peut-être d'autres contraintes qui font que vous allez plutôt aller vers du plastique. Euh, faudrait faire en fait la balance des bénéfices et des risques. S'il y a plus de bénéfices, voilà, faut toujours faire au mieux. Et peut-être que vous avez d'autres contraintes qui font que vous allez plutôt aller vers ce biberon. Et c'est OK si, voilà, si on ne peut pas être parfait non plus sur tout. Et l'idée, c'est de faire au mieux et de faire ses choix petit à petit, quoi.
pas tout d'un coup parce que c'est pas possible, mais de faire en fonction de ce qui est possible de faire et des contraintes. Océane nous demande aussi pour conserver le lait, que doit-on utiliser? Les produits proposés sont souvent des sachets de conservation, donc en plastique. Hmm. Alors, ouais, pour la conservation du lait maternel, c'est ça, hein. Mhm. Ouais. Alors, je suis désolée, je ne connais pas spécifiquement sur le lait maternel et comment faire. Euh, je ne sais pas s'il y a des contenants en verre qui peuvent être utilisés. Par exemple, des boîtes en verre. Est-ce que je ne sais pas si certaines personnes font ça pour conserver le lait? Là, je ne pourrais pas en dire plus. Ou des bouteilles en verre qu'on peut mettre au congélateur. Il faut juste ne pas remplir jusqu'au bout parce que sinon ça explose. Mais si on remplit aux trois quarts, normalement, on peut mettre des choses en verre au congélateur, des contenants en verre. Constance nous parle des alaises imperméables pour les matelas ou les lits, adultes et enfants. Comment faire pour éviter les perturbateurs endocriniens? Alors, si vous prenez, oui, une alaise imperméable, donc il y a probablement des matières plastiques. Après, vous pouvez par exemple mettre un drap en coton par-dessus. L'idéal, c'est juste qu'il n'y ait pas de contact direct avec la peau. Et si vous mettez un drap en coton, par exemple, par-dessus, ça, déjà, ça évite le contact direct. Et puis, regardez aussi la matière du, du matériau, enfin, le type de plastique. Et évitez, par exemple, si vous voyez que c'est fait en PVC, par exemple, évitez le plastique PVC. C'est ce que je pourrais vous conseiller parce que le PVC, il y a des phtalates dedans. Donc, privilégier d'autres types de fibres, regardez la composition. Mais voilà, s'il y a un drap par-dessus, c'est déjà très bien. Euh, Si on n'a pas de sèche-linge et vu le temps, l'hiver, est-ce qu'il est mieux de laisser les vêtements étalés? Est-ce que c'est dangereux en fait? Les vêtements étalés dans la maison, dans le salon, Faire voilà. Qu'est-ce qu'il faut sécher. faire en fait quand on n'a pas de sèche-linge? Hmm. C'est une Bah bonne oui, question. on peut étaler. Après, tout dépend aussi de la lessive qu'on utilise, par exemple. C'est vrai que parfois, on a des lessives très, très parfumées où l'odeur, on peut la sentir à 2 mètres, etc. Donc ça, en effet, ça va émettre du parfum et des molécules dans l'air ambiant. Moi, ce que je peux conseiller, c'est de choisir une lessive, si on peut, sans parfum, pour si on a des tout petits enfants, sans parfum ou écolabellisée. Et voilà, et de faire sécher à la maison et de bien aérer aussi matin et soir pour renouveler l'air et aussi chasser l'humidité liée à l'humidité et le parfum, s'il y a un parfum, pour renouveler l'air intérieur. Mais non, il n'y aura pas de problème particulier, il faut juste s'intéresser aux produits qu'on achète. Marion nous demande, est-ce qu'il y a des tétines pour biberons plus saines que d'autres? Non, je ne pourrais pas me prononcer sur cette question parce qu'encore une fois, il y a eu des études indépendantes sur les tétines. Et en effet, que ce soit caoutchouc naturel ou non, bah, on a des additifs aussi. Euh, Malheureusement, ils sont omniprésents et sur les tétines, c'est pas là où on pourra jouer parce qu'on malheureusement, on n'a pas le choix. C'est des tétines, soit voilà, il y aura forcément des additifs, mais il y a d'autres actions qu'on peut faire, même si celles-ci, on ne peut pas trop. Il y a une question, alors qu'on s'était un peu posé, Agatha, donc c'est bien. Océane nous demande pour les jouets en plastique neuf ou de seconde main, comment doit-on procéder? Doit-on les nettoyer? Si oui, comment? Alors on a parlé, enfin voilà, c'est intéressant la seconde main, le neuf aussi du coup, mais Ouais. Alors la seconde main, l'intérêt en effet, c'est que par exemple, si on a une peluche de seconde main, c'est que comme les meubles en fait de seconde main, ils auront déjà été utilisés, déjà lavés, déjà en contact avec l'air, donc ils auront déjà émis beaucoup de polluants en amont. Euh, mais attention, la seconde main pour les jouets, de ne pas prendre des jouets trop anciens, parce que voilà, on peut avoir des molécules aujourd'hui interdites. Malheureusement, quand on achète de seconde main, on ne sait pas vraiment d'où vient le jouet, sauf si on connaît la marque, etc. Mais est-ce qu'il avait le label CE, le marquage, c'est pas un label, mais le marquage CE, Communauté européenne, qui dit qu'il respecte la réglementation? Ou est-ce que ça a été un jouet acheté
sur un marketplace qui ne respecte pas la réglementation, malheureusement, on perd cette information. Après, si on a la marque, c'est plus facile. Euh, et si on a des jouets, si on achète des jouets en plastique neufs, oui, il est conseillé de les déballer pour les laisser déjà évacuer des polluants dans l'air avant de le donner à disposition à l'enfant. Et en particulier, si on sent une forte odeur de plastique, ça arrive aussi de déballer un jouet, ça sent vraiment fort. Ça, c'est pas anodin, c'est qu'il y a vraiment des émissions de molécules dans l'emballage, quoi, qui ont été captées dans l'emballage. Et il vaut mieux le laisser aérer avant de le faire jouer avec. Et aussi, il est conseillé aussi de laver, donc à l'eau savonneuse, tout simplement, et rincer. On a Océane qui répond un peu à ta question. Merci de nous partager ça, Océane, qui nous dit que bah, pour de jeunes parents, c'est pas simple, voire impossible de tout contrôler. Cependant, on peut déjà scanner les produits et se tourner vers des écolabels et avoir une bonne hygiène de vie. Tout à fait. Il y a des choses, déjà, si on peut limiter le plastique au quotidien, notamment, surtout en alimentation, de réduire, par exemple, échanger ces boîtes de plastique, mais plutôt prendre du verre ou ne pas réchauffer dans du plastique. Déjà, c'est un super moyen de réduire son exposition, de bien aérer la maison aussi, c'est important pour évacuer les polluants. C'est peut-être deux actions assez qui pourraient être mises en œuvre à court terme, qui seraient intéressantes déjà. Constance nous dit si on a des meubles en bois agglomérés et des peluches ou vêtements avec un peu de polyester dedans, faut-il complètement les bannir? C'est pas forcément évident. Ou l'aération suffit. Non, l'idée c'est pas de jeter, mais peut-être pour les prochains achats, en fait, si on a des projets d'achat, plutôt là, essayer de choisir d'autres types de matériaux. Et les meubles en bois agglomérés, si vous les avez depuis un moment, ils auront déjà évacué pas mal de polluants dans l'air. C'est comme des meubles de seconde main qui sont toujours plus intéressants. Ils auront déjà éliminé pas mal de polluants. Et le deuxième exemple, c'était les meubles et Les peluches, les vêtements. les peluches et les vêtements. Bah là, les vêtements, ils auront déjà été lavés pas mal de fois, donc susceptibles d'avoir aussi éliminé certains polluants. Après, c'est sûr, c'est toujours mieux d'être au contact d'une matière naturelle plutôt que du plastique. Parce que, ouais, par exemple, les polaires, bah, on- bien sûr, on va respirer des fibres aussi au quotidien, mais encore une fois, il y a peut-être d'autres actions à faire qui sont plus simples que de tout changer dans sa maison. Il faut y aller petit à petit. Peut-être plus pour les nouveaux achats, réfléchir à la matière plutôt que sur ce qu'on a déjà. Ce serait peut-être un Ok. conseil. On a beaucoup de questions, c'est bien. On voit que bah, c'est un sujet qui est vaste et complexe. Cécilia nous demande si l'imminent doit-on, enfin, est-ce qu'on doit le rincer? Le liniment, alors il y a différents types de compositions aussi. Il y a certains liniments, c'est vraiment juste huile d'olive et comment ça s'appelle, eau de chaud. Donc dans ce cas-là, alors je suis pas spécialiste du liniment, mais je ne crois pas qu'il faut le rincer. Par contre, enfin, vérifier la composition, quoi. S'il y a des ingrédients un peu problématiques, il vaut même mieux éviter de l'utiliser. S'il y a des produits, tout dépend de sa composition, quoi. Marion nous parle des jouets en bois. Qu'est-ce qu'il en est pour les jouets en bois? Ça Alors, dépend si c'est du bois aggloméré. oui, privilégier le bois brut, dans l'idéal non traité. Euh, les jouets en bois, vous pouvez aussi vous fier au label, mais comme je vous ai dit, c'est pas très répandu en France, mais il y en a quand même si on cherche bien sur des sites internet, les labels que je vous montrais tout à l'heure, qui vérifient en fait l'absence de produits nocifs. Non, c'est pas là. Là, je les trouve plus. Et j'en profite, du coup, Annie nous demande combien de temps faut-il pour un meuble en aglo pour éliminer une grande partie des polluants. Alors, en crèche, il est préconisé de laisser, par exemple, pendant un mois, les meubles aérés dans une pièce séparée avant de les mettre dans les pièces de vie. Donc, je pense qu'on peut se baser là-dessus. 4 semaines d'aération.
Et pour les labels, vous pouvez choisir voilà, ces labels-là pour les jouets. Ocotest, GS ou Spielgut, Nordic Label ou NF Petite Enfance. Il y a des jouets qui existent sans vernis, sans peinture. Bon, alors c'est un peu moins fun, parce qu'il n'y a pas de couleur, etc. Mais il y a des dessins, mais qui sont faits en brûlant le bois, en fait. Donc ça peut être aussi une alternative saine, parce qu'il n'y a aucun produit pour le coup dessus. Océane nous indique, merci d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions et d'avoir organisé ce webinaire. Merci Océane. On va arriver au terme du webinaire, hein, il est 14 heures, donc je pense qu'on va clôturer et les questions qui étaient nombreuses. Merci beaucoup. Et surtout, merci à toi, Agatha, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Est-ce que tu voulais dire un mot? Avec plaisir. Je voudrais juste préciser que voilà, l'idée, c'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain et que c'est un processus qui se fait à long terme et que ça se fait petit à petit. Donc, chaque chose en son temps. Oui, Peut-être pas déjà à pas. Voilà, des pas à petites pas. choses, Tout déjà, à c'est fait. pas mal. C'est ça, exactement. Bon, bah parfait. Bah, merci encore à tout le monde. Et puis voilà, le webinaire sera disponible en replay. Vous le recevrez par mail si vous voulez regarder posément toutes les informations. Et puis encore merci à toi, Agatha, pour ta participation. Avec Voilà. plaisir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.